Ah, Yu-Gi-Oh! Quel jeu magnifique. Mais surtout, quel jeu compliqué! On a tous commencé Yu-Gi-Oh! À notre manière. Que ce soit en lisant le manga, en regardant l'anime, en étant incité à jouer avec nos amis, à simplement voir le jeu traîner et commencer par curiosité. On a chacun notre motif de s'impliquer dans le jeu, mais c'est difficile de rester, parce que c'est un jeu qui est très très complexe, qui a des mécaniques qui peuvent en rendre confus certains, et donc pour ceux qui veulent vraiment progresser au jeu et s'investir, c'est compliqué de savoir par où commencer. Parce qu'au final, ce jeu, il y a tout un tas d'aspects qu'on imagine mal quand on commence, mais qui sont tous aussi importants les uns que les autres, et qui sont nécessaires à prendre en compte si on veut progresser. J'ai repris Yu-Gi-Oh! Fin 2019, début 2020, donc ça fait maintenant 3 ans que je suis vraiment à fond dans ce jeu, à apprendre tout un tas de decks, à faire des vidéos pour vous les présenter. Et d'ailleurs, avant d'aller dans le vif du sujet, je tenais à vous dire un grand merci de la part de toute la Deckquisition, à vous les abonnés, parce que nous avons atteint les 1000 abonnés. C'est vraiment un chiffre fantastique, qui est super encourageant pour nous, parce que ça veut dire que nous avons trouvé un public parmi vous, un public qui, je l'espère, va continuer de s'agrandir. Donc encore une fois, un grand merci. Nous ne serions pas là sans vous. Chaque fois que vous likez, commentez, que vous abonnez, que vous parlez de la chaîne à vos amis, eh ben nous, ça nous fait un plaisir immense, à moi le premier. J'ai commencé cette chaîne il y a 2 ans, et je pensais pas que ça vous plairait autant. Et je suis ravi que ce soit le cas. On va tous continuer très dur pour vous proposer les meilleures vidéos possibles et imaginables. Mais en attendant, comment est-ce qu'on fait pour progresser à Yu-Gi-Oh! Déjà, avant toute chose, ce qu'il faut que vous réalisiez, c'est que le jeu est très rapide et qu'il ne montre aucun signe de ralentir. Donc faut accepter que les end-traps font partie du jeu. Et même des fois, l'adversaire va commencer son tour pendant le vôtre. C'est assez intrusif, mais malheureusement, c'est un peu comme ça que le jeu est en train d'évoluer. On n'arrête pas le progrès, comme on dit. Va falloir l'accepter et vous adapter. Ça inclut également d'accepter que votre deck préféré ne sera pas forcément le meilleur deck du jeu. Moi-même, ça m'a fait mal d'accepter, quand j'ai repris le jeu, que Fire Fist n'était pas le meilleur deck de tous les temps. Il y a des cartes vraiment très très unfair comme There Can Be Only One, Nibiru, Troll Lockbird qui vont complètement arrêter votre tour. Mais il faut reconnaître leur existence et les accepter pour apprendre à jouer au tour. Si vous trouvez Cash Blossom est la pire carte jamais inventée, eh bien jouez-la, parce que si elle vous a coûté des games, eh bien elle peut aussi vous en gagner. L'un de mes dictons préférés pour Yu-Gi-Oh! C'est le savoir, c'est le pouvoir. Ou le pouvoir, c'est le savoir, peu importe. Mais en tout cas, connaître un maximum de cartes dans ce jeu, ça nous apprend à les contrer. Cela inclut donc d'apprendre différents archétypes, différentes mécaniques, et donc différents decks. Yu-Gi-Oh! C'est un jeu super vaste, qui reçoit des nouvelles cartes tous les mois, des centaines de nouvelles cartes complètement différentes chaque année, et c'est impossible de tout mémoriser. Il est impossible d'apprendre par cœur le texte de toutes les cartes du jeu, évidemment. Mais il est important de rester curieux. En jouant et en testant différents decks, vous en apprendrez sur le jeu en général. Par exemple, moi quand j'ai repris le jeu, je n'arrêtais pas de perdre contre Weather Painter. C'est un deck, je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas plus joué compétitivement, parce que, c'était imbattable pour moi. Mais en fait après, j'ai moi-même testé le deck et j'ai compris qu'en fait, si le deck n'a pas accès à ces monstres, il est complètement pétrifié. Mais en tout cas, franchement, amusez-vous, testez plein de choses et vous en sortirez plus fort. D'ailleurs, justement, en parlant de nouvelles cartes, l'une des choses les plus importantes pour vous préparer au metagame, c'est de vous tenir au courant des dernières sorties. Vu qu'il y a un délai entre la sortie des cartes en OCG et chez nous, eh bien on sait en avance qu'est-ce qu'on va recevoir dans les extensions qui arrivent. Si vous tenez au courant, que vous lisez les nouvelles cartes, que vous regardez un peu comment elles interagissent entre eux, eh bien ça vous permettra de vous y préparer, de commander les cartes si jamais vous voyez qu'elles ont un gros potentiel, ou tout simplement
de trouver leur contre avant même qu'elles sortent. Aussi, jetez un coup d'œil au tournoi en OCG, voyez un peu les résultats là-bas, quel deck performe le mieux, et ça vous permettra déjà d'avoir une petite idée de comment ça va évoluer chez nous. Évidemment, ça dépend vachement des banlists, sachant qu'on en a 2 différentes selon l'OCG et le TCG, mais il n'empêche que souvent, si un deck est très très représenté là-bas, il le sera sûrement chez nous. Mais ça, c'est vraiment une question de curiosité. Renseignez-vous, demandez aux autres ce qu'ils en pensent, et forgez-vous votre propre opinion. Prenez des douches, lavez-vous. C'est désormais interdit en tournoi de se présenter avec une mauvaise hygiène. J'ai pas besoin d'élaborer, juste soyez propre. Bon, du coup, tout ça, c'est bien joli, mais qu'en est-il des parties? Qu'en est-il du jeu en tant que tel? Comment je fais, une fois que je me suis assis à la table face à mon adversaire, pour le mieux contrôler la game? Ben, déjà, c'est très important de se rappeler que Yu-Gi-Oh! C'est un jeu avec 2 joueurs, au minimum. Donc, vous et votre adversaire. Et selon les interactions que vous aurez avec votre adversaire, eh bien, la game pourrait changer envers la faveur d'un des 2 joueurs. Vu que vous allez souvent jouer contre des personnes que vous connaissez pas, mieux vaut conserver la bienséance, donc la politesse entre vous et votre adversaire. Faut avant tout le respecter en tant qu'individu. Si un des joueurs n'est pas sympa avec l'autre, il est tout à fait en droit d'appeler un judge, et le judge pourrait potentiellement vous disqualifier selon ce que vous faites. On est là pour jouer à un jeu de société, comportons-nous en tant que gentlemen. Mais en tout cas, pour ce qui est des tournois, je trouve que l'un des meilleurs conseils que je peux vous dire pour les interactions avec votre adversaire, c'est de garder votre meilleur poker face. Une game peut se jouer selon la réaction d'un joueur. Si vous avez une mauvaise main, le pire que vous puissiez faire, c'est le dire à votre adversaire. Dans un contexte chill, on s'en fout, faites ce que vous voulez. Mais en tournoi, dire que vous avez une brique, c'est soit un coup de bluff, sachant que le bluff, c'est interdit en tournoi, soit vous demandez à votre adversaire d'en finir avec vous. Si votre main est simplement injouable, passez à la prochaine. Ça vous fera gagner du temps, et ça ne laissera aucun indice à votre adversaire sur ce que vous jouez. Aussi, ne jouez pas trop vite. Demandez à l'adversaire s'il a des réponses à vos actions avant d'enchaîner, à l'exception qu'il vous dise précisément qu'il n'a aucune réponse. Aussi, lorsque votre adversaire joue des cartes que vous ne connaissez pas, vous êtes en droit de les lire. Vous avez le droit de demander à votre adversaire qu'est-ce qui se passe, que font les cartes, parce que on n'est pas comme dans l'animé où l'adversaire va juste faire son tour et vous allez le regarder un peu sans comprendre. Non, vous êtes en droit de demander à l'adversaire de lire les cartes, et si jamais il va trop vite, vous pouvez lui dire de ralentir afin de mieux suivre la game. Parce que si jamais l'adversaire joue un deck que vous connaissez pas, eh ben, il peut en tirer avantage et tricher, ne pas respecter les restrictions de ses cartes, il pourrait faire 2 invocations normales sans que vous vous en rendiez compte, et si jamais il a le droit de faire 2 invocations normales, il faut que vous compreniez pourquoi. Il y a plein de choses comme ça un peu différentes. Le nombre de situations qui peuvent arriver en tournoi sont infinies, donc c'est pour ça que faut que vous fassiez attention. Il faut que vous soyez attentif à ce qui se passe pendant le match. En tournoi, le truc le plus précieux, c'est le temps. 45 minutes pour 3 manches, c'est très court. On s'en rend pas compte, mais une game de Yu-Gi-Oh! Ça peut vraiment durer des plombes. Mon conseil, c'est gagner le plus de temps possible pendant vos matchs, surtout en game 1 et 2. La game 1, généralement, elle a tendance à durer le plus longtemps parce que c'est à ce moment-là que les adversaires se découvrent, qu'ils apprennent les decks, qu'ils commencent à voir comment ils peuvent s'en sortir. Et après, la game 2 et 3, faut aller plus vite. Parce que du coup, vous allez utiliser votre side pour mieux contrer l'adversaire. Si vous connaissez le deck adverse et que vous voyez que vous pouvez pas gagner face à tel ou tel board, avec votre main, eh ben, perdez pas votre temps. C'est pas nécessaire. Si vous voyez que l'adversaire est sur le point de vous OTK et que vous n'avez aucun moyen de l'arrêter, passez à la prochaine. Ça sert à rien de regarder l'adversaire jouer si vous êtes impuissant. Un autre truc qui est important si je voulais progresser dans le jeu, c'est quand vous jouez un deck,
faut que vous compreniez quelles sont ses faiblesses. Après tout, si c'est vous qui jouez le deck, vous savez mieux que quiconque qu'est-ce qui peut vous arrêter. Par exemple, si je prends l'exemple de Fire Fist, qui était mon premier deck quand j'ai appris Yu-Gi-Oh!, le deck souffre énormément de Nibiru. C'est une carte, il n'y a pas vraiment de moyen simple de l'arrêter, parce que c'est un deck qui fait pas vraiment de negate de base. Du coup, vous pouvez très bien jouer Crossroad Designator, en réponse à Nibiru, si vous avez trop peur de vous le prendre. Si vous jouez un deck piège comme Labyrinthe, vous savez très bien que ce qui va vous arrêter, c'est les pet MP du style Orage Foudroyant, Evenly Matched ou Cyclone Cosmique. Dans ce genre de situation, comment on s'adapte à ça? Il y a tout un tas de moyens de jouer autour de ces cartes. Déjà, dans Labyrinthe, vous pouvez jouer Boubou Game pour contrer les destructions du style Lightning Storm et Twin Twister. Généralement, la solution à ces cartes que je viens de citer, c'est Solemn Judgment. C'est vraiment une excellente option pour les decks trap pour se protéger de ce genre de cartes. Un autre exemple tout bête, c'est Kashtira et Book of Moon. Bizarrement, Book of Moon, c'est une carte qui fait galérer les joueurs Kashtira, alors que c'est une carte qui date. Ce qu'ils peuvent faire pour contrer ça, c'est de jouer Lance Interdite. Parce que Lance Interdite, du coup, ça protège des magies et pièges comme ça. Tout ça, c'est des exemples très spécifiques, mais ça s'adapte pour tout, en fait. Selon les archétypes, vous aurez plus ou moins d'options face aux cartes qui vous font chier. Genre, typiquement, Flanderies avait reçu Advent of Adventure pour se protéger de cartes comme un Infini Éphémère. Mais, au final, à vous d'innover et de voir qu'est-ce qui marche le mieux pour vous. Il y a vraiment des cartes auxquelles on pense pas aux premiers abords, mais qui peuvent vraiment se montrer super fortes selon les staples du moment. Lance Interdite, encore une fois, moi j'ai joué Exauceur pendant un moment, et je voyais cette carte dans les listes qui topaient, et je me disais, mais comment ça se fait que cette carte marche aussi bien? Du coup, je l'ai testé, et je me suis rendu compte que vraiment, on était dans une méta avec plein de board breakers du style Trou Noir, Raigeki, Book of Moon, ou même TTT, et au final, Lance Interdite, ça vous protège de plein de choses. Ce genre de carte, ça peut même faire chier l'adversaire selon le contexte. Book of Moon, pouvez vous en servir pour vous protéger de cartes qui ciblent comme Infini Éphémère, mais ça peut aussi être une interruption contre l'adversaire. Tout ça, faut juste y penser. Et adopter un nouveau mindset. Au cours de cette vidéo, je vous dis souvent comment contrer certains decks. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà, les end-traps. Si vous jouez compétitivement à Yu-Gi-Oh! Ou même si vous voulez avoir une chance de gagner dans un format moderne, c'est presque obligatoire de jouer des end-traps. Et donc, à ce niveau-là, déjà, faut savoir quelles sont les end-traps qui sont les plus fortes à un format donné. Est-ce que Ash Blossom, c'est le meilleur pari? Est-ce que Ghost Ogre, ça en vaut la peine? Est-ce que Nibiru peut vous aider? Est-ce que Drowning Lockbird vous sera utile? Tout ça. Mais pas que. En fait, quand vous affrontez un deck, il faut savoir à quel moment utiliser vos points d'interaction, que ce soit des end-traps ou des éléments de votre stratégie. Déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est prenez votre temps à analyser ce que fait votre adversaire avant de balancer des interruptions. Si vous voyez que votre adversaire, il commence à faire des combos super complexes, et que vous avez un Effect Veiler, attendez de voir la carte qui vous paraît la plus broken pour negate. Des fois, une seule entrap, ça suffira même pas. Généralement, la normal summon, c'est la partie la plus vulnérable d'un combo, sauf pour Flanderies. Et encore. Vu qu'une normal summon, c'est très précieux, on la réserve généralement pour une carte qui aura beaucoup d'impact, notamment Aleister l'Invocateur, Aluber, Robina, ou, que sais-je, Fantôme Vampire. Tout ça, c'est des cartes... si l'adversaire garde son invocation normale pour ça, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est une carte importante. Après, si vous voyez que votre adversaire invoque normalement un monstre bizarre, ça peut être aussi dire qu'il a brick, et dans ces cas-là, vous savez qu'il sera sûrement plus vulnérable aux end-trap ou autres interruptions. Tout ça, c'est des petits trucs qu'il faut prendre en compte, et on s'en rend compte quand on joue de plus en plus contre beaucoup de gens différents, et qui vont donc avoir beaucoup de stratégies. C'est vraiment quelque chose qui se fait avec l'habitude, avec l'expérience du jeu, et au fur et à mesure que vous affronterez différents decks, vous saurez comment les contrer, quels sont leurs points faibles,
et où est-ce qu'il faut end trap. Mais après, au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux decks qui sortent, les faiblesses varient. Mais bon, généralement, essayez de réfléchir à 2 fois avant de claquer votre end trap si vous en avez qu'une. Comme ça, vous pourrez la garder pour le moment où votre adversaire est le plus vulnérable. Notamment si on prend l'exemple de l'Engine Punk, si vous essayez de Ash Blossom Emergency Teleport, ça aura probablement pas beaucoup d'impact parce que la carte est à 3 et elle est pas once per turn. Si l'adversaire en a une deuxième, votre Ash Blossom aura servi à rien. Si vous faites Ash Blossom sur Foxy Tune, c'est bien, mais pour peu qu'il ait un extender, ça suffira pas. Par contre, si vous gardez votre Ash Blossom pour la fusion, Rising Carp, et ben là je peux vous dire votre adversaire il va commencer à tousser. Parce que c'est un peu le moment le plus vulnérable du combo punk. Après, ça dépend de ce que votre adversaire joue autour, mais de manière générale, s'il y a un truc à Ash Blossom, c'est bien ça. Voilà, gardez tout ça en tête, vos negates sont précieuses, les claquez pas sur les premiers monstres que vous voyez. Bon, je pourrais continuer de parler pendant des heures, mais je pense que je finirai par me répéter, et vous en auriez marre de moi. Si jamais vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre si je peux. Si je devais résumer cette vidéo en 3 points, pour ceux qui l'ont pas regardé, je dirais numéro 1, tenez-vous informés de toutes les nouvelles cartes qui sortent, ou du moins de celles qui, vous pensez, auront un impact. Allez consulter les opinions d'autres joueurs pour voir ce qu'ils en pensent. Numéro 2, attention aux interactions avec les autres joueurs en tournoi, parce que ça peut vous coûter des games. Lisez bien vos cartes, y compris celles de l'adversaire, c'est très important. Numéro 3, soyez curieux, testez plein de choses, et vous en ressortirez que plus fort. Encore une fois, le savoir c'est le pouvoir. En attendant, mes très chers amis, merci beaucoup pour les 1000 abonnés. Vous n'avez pas idée à quel point ça nous renforce de savoir que vous êtes derrière nous. N'oubliez pas de rester créatif et que personne ne s'attend à la Taikisition.